Anno était un roi démon légendaire qui s'est sacrifié pour sauver le monde, mais il renaît 2000 ans plus tard. Cependant, comme personne ne se souvient de lui, il rejoint une académie de démons et commence à accumuler de l'aura. Désormais, toutes les filles du campus veulent goûter à son pouvoir et sont prêtes à tout pour lui plaire. Cette histoire commence lors du premier jour d'Anos à l'académie du roi démon. Après avoir aidé une fille nommée Nisha avec sa lettre d'admission, ils décident d'entrer ensemble, mais tombent sur Zépès, un noble minable mais puissant qui tente de les intimider avec son statut royal. Au début, Anos l'ignore, ce qui blesse l'ego de Zépès, alors il tente de les attaquer avec un sort de flamme divin, mais Anos l'éteint d'un souffle comme une bougie d'anniversaire. Plus tard, lorsqu'il entre dans l'arène de l'académie pour un test de combat peu après, Zépès arrive vêtu d'une armure démoniaque mythique et sort une épée flamboyante de l'âge des dieux. En voyant cela, tous les élèves craignent qu'Anno ne finisse en kebab humain car personne n'a jamais survécu à une attaque de l'épée flamboyante. Cependant, au moment où il charge pour attaquer, Anno éteint à nouveau les flammes, laissant tout le monde pétrifié de choc. Après qu'Anos a expliqué qu'il n'a aucun avantage malgré son allure de cyborg médiéval, Zépès insiste pour l'abattre, alors Anos fait exploser son corps rien qu'en canalisant la magie par ses battements de cœur. Malgré cela, Zépès continue de jacasser en disant qu'il n'a l'avantage que grâce à la magie de contrainte, alors Anno promet de le faire abandonner sans elle. D'un claquement de doigts, il réduit Zépès en une bouillie sanglante et le ressuscite en un instant comme si de rien n'était. Alors que les autres élèves se demandent comment un moins que rien comme Anno peut utiliser la magie de résurrection, Zépès vérifie que son corps est bien intact. Anno crée ensuite un contrat pour sceller leur accord et continue de le faire exploser et de le ressusciter jusqu'à ce que Zépès admette sa défaite. Peu après, lui et Nisha se rendent à la salle d'évaluation magique, et après qu'elle a posé sa main sur le cristal et appris que son niveau est élevé, Anno fait de même, mais le cristal vole en éclats. Ensuite, il propose de l'inviter à dîner chez lui, et après qu'elle a accepté, il utilise la magie de téléportation pour rentrer, ce qui la surprend car cette magie a été oubliée il y a des siècles. Une fois à l'intérieur, sa mère s'extasie sur son talent, et après que son père les a rejoints pour dîner, ils supportent leur taquinerie constante avant de décider de raccompagner Misha. Cependant, en chemin, ils tombent dans une embuscade tendue par Léorg, le frère aîné de Zépès, qui veut donner une leçon à Anno pour s'en être pris à la royauté. Il commence par littéralement fumer son propre frère pour avoir fait honte à leur famille avant de se tourner vers Anno. Alors que lui et ses chevaliers mages s'apprêtent à attaquer Anno avec un sort puissant, ses capacités écrasantes leur font perdre le contrôle de leur magie et ils explosent. Heureusement, Léorg survit, alors Anos lui offre une seconde chance de bien agir avant de ressusciter Zépès sous la forme d'un zombie surpuissant. Léorg refuse toujours de changer jusqu'à ce que Zépès s'approche assez pour le transformer lui aussi en un barbecue humain mort-vivant. Anno détruit ensuite la reine qu'ils ont invoquée et restaure leur corps avant de déclarer qu'il est le grand roi démon. Le lendemain en classe, il se présente à nouveau comme le roi démon, mais tout le monde le regarde comme un fou, alors il s'assoit à côté de Misha et demande pourquoi. Elle explique alors que le symbole sur chaque uniforme sert à classer la capacité magique de chaque élève. Et comme il est à un niveau jamais vu auparavant. Elle explique ensuite que le symbole sur chaque uniforme sert à classer la capacité magique de chaque élève. Et comme il est à un niveau jamais vu auparavant, ils pensent tous qu'il est inadapté. Après qu'elle a expliqué qu'être inadapté signifie qu'il n'est même pas lié au grand roi démon, Anno est confus car c'est lui le roi démon dont il parle, alors il réfléchit un instant avant de demander à Misha de dire le nom du roi démon. Elle murmure le nom d'Avodilevia, surprenant Anno, qui réalise immédiatement que ce type, Avo, se fait passer pour lui depuis des siècles. Il y a 2000 ans, le héros de l'humanité, Canon, a finalement affronté Anno dans sa salle du trône pour ce qui devait être la bataille décisive pour le sort de l'humanité et des démons. Cependant, Canon a été choqué quand Anno a soudainement admis être fatigué de l'effusion de sang sans fin et a proposé de donner sa vie pour assurer la paix pour tous les royaumes. Naturellement, Canon a refusé de croire que le redoutable roi démon puisse même concevoir un tel plan, mais après qu'Anos a expliqué comment il allait séparer tous les royaumes pour de bon, Canon a réalisé qu'il était vraiment fatigué de la guerre et a accepté de le soutenir. L'instant d'après, Anno a expulsé sa force vitale pour la combiner avec leur magie pour la séparation divine, et après que Canon l'a poignardé pour extraire le reste de son énergie, ils ont promis de devenir amis dans la prochaine vie. 2000 ans plus tard, Anno a rouvert les yeux sur un nouveau monde et a immédiatement dit son nom à ses parents pour éviter quelque chose de stupide comme le nom que vos parents vous ont donné. De retour en classe, il essaie de comprendre comment son nom a été changé dans les livres d'histoire, mais le professeur entre soudainement et leur demande de choisir des groupes en raison d'une compétition d'équipe qu'elle a prévue pour la semaine suivante. Elle leur montre ensuite un cercle magique transmis il y a 2000 ans par le roi démon pour des missions d'équipe avant d'appeler les puissants utilisateurs de magie à se porter candidat comme chef de groupe. Cependant,
Quand Anno se porte candidat, elle est dégoûtée et dit que seuls les membres de la royauté de sang pur sont assez forts pour diriger une équipe. Anos propose alors de prouver qu'il est tout aussi puissant, et après s'être avancé et avoir créé un contrat avec elle, il réécrit tout le cercle magique, les laissant une fois de plus sous le choc car littéralement, personne n'est assez fort pour changer le cercle du roi démon. Plusieurs minutes plus tard, tout le monde en classe se disperse dans les groupes choisis, mais Misha finit par être la seule avec Anos. Alors sa sœur, une noble surpuissante nommée Sacha, arrive pour les taquiner et demande à Anos pourquoi il deviendrait ami avec quelqu'un qui n'est même pas qualifié d'humain ou de démon. Quand il la traite de lente pour avoir pensé que Misha a moins de valeur qu'une sang pure comme elle perd son sang-froid et active ses yeux de destruction pour l'intimider, mais il réplique avec sa version de la même compétence. Après avoir failli perdre le contrôle de sa vessie, elle part. Alors Anos demande à Misha pourquoi elle est maltraitée si elles sont vraiment sœurs, mais Misha lui dit seulement que c'était une décision familiale. Des heures plus tard, ils rentrent tous les deux chez eux, mais Sacha arrive pour défier Anno lors de la prochaine compétition d'équipe. Après avoir expliqué qu'elle répondra à tous ses souhaits s'il gagne et avoir dit qu'il doit devenir son esclave s'il perd. Elle demande un contrat pour s'assurer qu'il ne recule pas, alors il demande à Misha de s'en charger. Le jour du concours, une semaine plus tard, Sacha crée un château avec son équipe et élabore une stratégie tandis qu'Anno et Misha cherchent un moyen de les surprendre. L'instant d'après, Sacha voit que Misha a créé 3 châteaux, elle ordonne donc à son équipe de se concentrer sur leur destruction jusqu'à trouver le vrai. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à attaquer, l'un d'eux repère Anno marchant vers leur château et informe Sacha, qui leur dit de ne pas paniquer car il surestime ses capacités. En arrivant au château, Anos tente de s'en emparer, mais la barrière de Sacha bloque sa magie, alors il saisit le château à main nue et l'envoie valser dans l'espace. Après avoir rattrapé le château comme un ballon, il le fait tournoyer avant de le lancer à travers la forêt, ignorant les lois de la gravité juste pour frimer. Malgré cela, Sacha refuse d'abandonner et combine ses pouvoirs avec ceux de son équipe pour créer un énorme canon destructeur. Dès que leurs pouvoirs combinés atteignent leur paroxysme, elle lance une boule de feu capable de raser un pays, mais Anno réplique avec un sort basique qu'il annihile et pulvérise son équipe. N'ayant plus d'autre choix, Sacha admet sa défaite, et après que Misha les a rejoints, elle tient parole à contre-cœur en intégrant le groupe. Plus tard, Anno les ramène toutes les deux dîner chez lui, et ses parents s'emballent à nouveau dès qu'il leur présente Sacha. Après avoir subi l'interrogatoire habituel sur leur relation, il décide de raccompagner les filles et se réjouit de les voir se tenir la main comme de vraies sœurs. Arrivé à leur manoir familial, Misha entre, mais Sacha reste pour le remercier et lui demande soudainement de s'approcher. Il refuse immédiatement et dit qu'il ne reçoit pas d'ordre des traînées. Elle le supplie donc avant de le surprendre avec un baiser. Quelques minutes plus tôt, Sacha a demandé à Misha si elle aimait Anos, et après avoir avoué, elle a posé la même question à Sacha. Mais Sacha a nié tout sentiment, disant qu'elle était juste ravie d'être avec quelqu'un qui ne craint pas ses yeux de la destruction. Elle s'est alors rappelé que Misha fut la première à accepter ses yeux, et après s'être excusée pour sa cruauté, elles se sont enlacées. En classe quelques jours plus tard, Sacha s'assoit à côté de lui et demande si ses anciens équipiers peuvent venir, mais il lui dit de ne pas les inviter car il a déjà refusé. Après que Sacha a expliqué qu'ils ont besoin de renforts pour le test, Emilia leur demande de se calmer car un des 7 empereurs démons fera le premier cours. En entendant cela, Anno demande des détails à Sacha, et quand elle explique que les empereurs sont les subordonnés du grand roi démon, il se rappelle les avoir créés et espère qu'ils se souviennent de lui. L'instant d'après, Emilia l'avertit de bien se tenir, mais quand le seigneur Ivy arrive enfin, Anno l'interpelle comme s'il était les meilleurs amis du monde. Il prétend ensuite être son maître d'il y a 2000 ans, mais Ivy s'explique qu'il a perdu ses souvenirs de cette époque, alors Anos le saisit soudainement par le visage pour les lui rendre. En voyant cela, Emilia et toute la classe sont pétrifiés d'horreur, s'attendant à ce qu'Ivis l'envoie directement dans l'au-delà. Mais Ivis demande à discuter plus tard et continue son cours comme si de rien n'était. Ensuite, il se retrouve dans le couloir, et après avoir admis que sa capacité à remonter le temps de 2000 ans prouve qu'il sait quelque chose, Ivy refuse toujours de croire qu'Anno est le véritable roi démon. Cependant, il décide de rester neutre car celui qui a effacé ses souvenirs les a probablement aussi modifiés. Après son départ, Emilia arrive pour donner le blason de Misha à Anno et explique qu'elle l'a fait tomber, alors il le lui apporte dans la cour et remarque que Sacha s'énerve contre ses anciens coéquipiers qui disent du mal de Misha. Quelques jours plus tard, toute la classe se rend dans un château ancien, et après qu'Emilia a expliqué qu'ils s'affrontent pour des points en collectant de puissants artefacts, Sacha essaie de presser Anno et Misha car ils sont déjà désavantagés par leur nombre. Cependant, Anno lui dit de ne pas s'inquiéter car il peut récupérer le sceptre du roi démon sur l'autel sacré. Sacha lui dit alors d'arrêter de plaisanter car même les professeurs les plus puissants n'ont jamais pu accéder à l'autel.
Après lui avoir rappelé que le château appartient au grand roi démon, qui se trouve être lui-même, il les mène vers un passage secret et traverse tranquillement les murs de briques renforcés. Peu après, ils arrivent à l'hôtel, et pendant que Sacha se précipite avec enthousiasme vers le sceptre, Anno emmène Misha dans son placard rempli d'artefacts magiques car elle a demandé de l'aide pour le cadeau d'anniversaire de Sacha. Après qu'elle a choisi une robe imprégnée d'une magie ancienne et extrêmement puissante, il retourne à l'hôtel, et après avoir pris la robe et l'avoir remerciée, Sacha demande de l'intimité pour l'essayer, alors Anno retourne au placard. Quelques minutes plus tard, il revient et trouve Misha au sol avec une dague dans la poitrine alors que Sacha se tient au-dessus d'elle en riant comme une folle et en la traitant d'idiote pour avoir cru qu'elle accepterait une paysanne sans âme comme sœur. Quand Anno se demande pourquoi elle fait ça, elle commence aussi à l'insulter et dit qu'elle ne les a supportés que pour gagner la compétition. Elle affirme ensuite détester Misha au plus haut point et crée un cercle magique au-dessus de la dague pour empêcher Anos d'approcher. Il n'y croit pas et lui dit d'arrêter de mentir car elle aurait découpé Misha en morceaux si elle l'avait vraiment voulu. Cela prend Sacha au dépourvu, alors elle essaie de s'enfuir, mais vit soigne Misha et lui attrape le bras avant de demander la véritable raison de ses actes. Cependant, Misha commence à le supplier de lâcher prise, et après qu'il l'a fait, Sacha s'enfuit, alors il demande une explication à Misha car il doit y avoir une raison pour laquelle elle continue de supporter ses trahisons constantes. Misha lui dit alors qu'elle disparaîtra dès que l'horloge sonnera minuit car elle n'était jamais censée exister. Après qu'elle a expliqué qu'Ivis l'a séparée de Sacha à la naissance, Anos se rappelle comment Ivis a conçu ce sort dans le but de créer une race de démons plus forte. Cependant, le sort de fusion requis finirait par forcer les clones à fusionner à nouveau avec la source originale, ce qui arrivera à Misha d'ici minuit. Elle lui dit ensuite de ne pas s'inquiéter car elle a déjà accepté son sort depuis longtemps. Le fait que les gens l'aient toujours traité comme une poupée vivante et évité toute conversation lui a permis d'accepter facilement la fusion, car cela rendrait Sacha beaucoup plus forte. Cependant, alors qu'elle commence à le remercier d'être le seul à lui parler, il la serre fort dans ses bras et dit qu'il ne comprend pas le mot impossible. Après qu'il a aussi promis d'exaucer n'importe lequel de ses vœux, elle demande une chance de se réconcilier avec Sacha. Peu après, il l'empêche de quitter le château, et quand elle demande pourquoi, Misha lui demande si elle la déteste vraiment. Soudain, Sacha défie Anos en duel et promet de répondre à Misha s'il maîtrise son cercle magique, mais s'il perd, il devra lui obéir au doigt et à l'œil. Après lui avoir demandé si elle n'avait toujours pas accepté qu'il soit bien plus fort qu'elle, il propose de fermer les yeux pendant qu'elle crée le cercle magique. Elle passe alors plusieurs minutes à tourbillonner comme une ballerine sous amphétamine jusqu'à ce que les deux cercles s'impriment enfin sur le sol. Pourtant, dès qu'elle l'autorise à regarder, il reconnaît le sort utilisé et lui demande si elle a fait exprès de perdre, car il peut facilement le contrôler. Comme elle veut une preuve, il prend le contrôle des cercles tout en laissant son sort intact, pour que Misha et elle se préparent à leur ultime confrontation. En la regardant dans les yeux, Sacha se rappelle sa détresse passée due à ses pouvoirs, et comment Misha l'a aimée jusqu'à ce qu'elle retrouve goût à la vie. Elle a fini par réaliser que personne ne se souciait de l'existence de Misha, et a alors tout fait pour éviter la fusion, afin de lui offrir une vie normale. Sacha combine ensuite les cercles, et lance un contre-sort pour fusionner avec Misha, contrairement au plan initial, afin qu'elle puisse enfin être une personne à part entière. Elle prend alors le visage de Misha et prétend l'avoir détesté depuis leur plus tendre enfance. Mais quand le sort commence à échouer, elle tombe à genoux et supplie Misha de la haïr, car cela ne marchera pas si elle ressent encore de l'amour. En entendant cela, Misha l'enlace et dit avoir accepté son sort avant de remercier Anno de lui avoir accordé la chance qu'elle avait demandée. Sacha supplie alors Anno de sauver Misha, mais il la rassure en disant qu'il a déjà prévu de réaliser l'impossible en les sauvant toutes les deux. Forcément confuse, elle lui demande comment, et il explique son plan, remonter le temps jusqu'à leur séparation pour qu'elles fusionnent avec leur double et vivent pleinement. Comme elle doute encore, il crée un cercle magique surpuissant et détaille le sort qu'il va utiliser, en précisant qu'elles doivent croire en lui pour que ça réussisse. Alors qu'elle décide de lui faire confiance, Ivy le poignarde en plein cœur, affirmant que les filles doivent servir d'hôtes au roi démon. Anos retire l'épée et déclare qu'il en faut plus pour le vaincre, avant de le projeter contre le mur pour se concentrer sur son sort. Dès qu'il l'active, il se retrouve dans les limbes, entre deux époques, avant que le dieu du temps, Ergo, n'apparaisse pour punir Anno d'avoir enfreint les règles. Après avoir ressuscité Ivy en remontant le temps, Ergo prend possession de lui et attaque, forçant Anno à créer un bouclier pour protéger les filles. Cependant, Ergo brise ses défenses une à une. Il demande alors aux filles de tenir leur promesse de croire en lui, juste avant qu'Ergo ne le poignarde à nouveau. Alors que le gardien du temps jubile, Anno le saisit par l'épaule et lui dit que même la mort ne pourra pas l'arrêter bien longtemps.
À ces mots, Ergo s'enfuit pour prendre ses distances et utilise soudainement une capacité d'arrêt du temps, espérant les figer sur place. Anos l'ignore totalement et continue d'avancer. Ergo perd alors son sang-froid et multiplie les attaques, mais Anos les bloque toutes en libérant les filles de son sort. À ce moment, l'horloge sonne minuit, mais au lieu de fusionner comme Ivy l'avait prévu, elles se mettent toutes deux à prier Anno et finissent par fusionner avec leur version du passé. Cela fait enfin réaliser à Ergo à quel point il est dans de beaux draps. Mais Anos a hâte de lui faire payer et invoque une épée connue pour sa capacité à effacer n'importe quoi de l'existence. Malgré cela, Ergo charge pour l'attaquer, alors Anos lui tranche la tête et purge son âme du corps d'Ivis avant de l'effacer définitivement de l'existence. Quelques minutes plus tard, il retourne au château et après avoir été ranimé, il vit tombe à genoux pour s'excuser auprès d'Anno et explique que quelqu'un contrôlait son esprit et son corps. Anno restaure alors ses souvenirs et lui dit de faire le mort pour pouvoir enquêter secrètement sur les autres empereurs et découvrir qui a tout changé. Peu après, Anno et les filles sortent du château et après qu'il a ramassé une lettre que Misha porte toujours sur elle, elle s'émeut et explique qu'elle a refusé de l'ouvrir après l'avoir reçue de ses tuteurs car elle avait peur de mourir. Sacha l'attrape immédiatement et commence à s'excuser pour toutes les méchancetés qu'elle a dites, alors Anos leur laisse de l'espace pour s'expliquer. Ensuite, il passe une bague au doigt de Misha et explique que c'est son cadeau d'anniversaire avant de souhaiter aussi un joyeux anniversaire à Sacha et de lui demander pourquoi elle semble bien plus douce que la fille qu'il a embrassée l'autre soir. Dès que Misha demande de quoi il parle, elle explique que ce n'était qu'un baiser entre amis, mais Anos continue de la taquiner à ce sujet. Pendant l'une des grandes guerres, à l'époque où Anno était encore le roi démon, un métamorphe surpuissant nommé Lignon a détruit à lui seul toute son armée en quelques secondes. Il a donc ordonné à son bras droit, Shine, de s'en occuper et a promis de lui donner tout ce qu'il souhaitait en récompense. Après l'avoir vaincu, Shin a demandé la permission de se réincarner en tant que son bras droit dans une autre vie, mais Anos lui a rappelé que la réincarnation était un point faible pour lui, ce qui signifiait qu'il recommencerait sans aucun souvenir ni compétence de sa vie antérieure. Malgré cela, Shine le voulait toujours, alors Anno a exaucé son vœu avant que Canon n'arrive pour un autre de leurs duels épiques. De retour au présent, il vient d'entrer en classe avec Nisha et Sacha, qui expriment alors sa joie d'entendre Amelia leur donner la note maximale pour avoir trouvé le sceptre du roi démon. L'instant d'après, Amelia entre et les informe de l'arrivée d'un nouvel élève considéré comme le plus grand épéiste magique avant de dire à Anos et sa bande de paysans de bien se tenir quand l'élève arrivera. Elle prétend ensuite que le sceptre a été volé avant qu'elle ne puisse l'évaluer et propose de donner 70 points à leur groupe pendant que l'académie mène une enquête. Sacha refuse immédiatement d'accepter, mais Amelia explique qu'elle ne peut rien y faire. Après qu'une autre fille s'est levée pour les défendre, un vaurien commence à dire à ses copains qu'ils ont probablement volé le sceptre parce qu'ils savaient qu'il ne valait rien. L'instant d'après, Anos s'approche de lui et sort le sceptre d'une dimension de poche dans son uniforme avant de dire à Amelia de mieux s'y prendre la prochaine fois qu'elle voudra les piéger. Après les cours, la fille de tout à l'heure aperçoit Anos dans le couloir et accourt pour le remercier d'avoir tenu tête à Amelia. Quand il lui demande si elle fait partie des unitariens dont il entend parler, elle s'enthousiasme à l'idée d'expliquer le but de son club, mais Sacha l'empêche immédiatement de s'approcher trop près. Après s'être excusé, Nisa explique qu'ils veulent seulement créer un monde où des mondes sans pur et sans mêlé cohabitent, alors Anno décide d'aller voir le club. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans un grand complexe rempli de tours utilisées par divers clubs. Mais des canons entrent dans le club unitaire, toutes les filles présentes perdent la tête et s'évanouissent. Pendant qu'il continue de leur griller le cerveau avec son aura, Sacha décide de jeter un œil et manque de s'évanouir en trouvant un livre de dessin de son engin démoniaque. Après avoir expliqué leur fonctionnement et comment elles passent leur temps libre à baver sur ces photos, Nisa leur montre une épée spéciale offerte par son père, qu'il a abandonnée car elle est sans mêlée. Elle explique ensuite que le choix de son père de garder l'autre moitié de l'épée a nourri son obsession pour l'unité avant de demander à Anos de devenir sa subordonnée. Après réflexion, il accepte, mais dit qu'ils doivent prouver leur dévouement envers sa cause. Le lendemain matin, ils sont envoyés dans l'arène pour un test de force où ils doivent retirer des versions démoniaques d'Excalibur. Alors qu'ils peinent tous à en sortir une seule, deux puissants démons nommés Gaio et Idol arrivent pour affronter quiconque réussira. C'est alors qu'Anos arrive pour taquiner Sacha sur sa faiblesse, et après qu'elle lui a rendu l'appareil, puisqu'il n'en a pas tiré non plus, il utilise la télékinésie pour en arracher une. Voyant cela, Idol et Gaio le défient en duel, mais il remarque alors l'étudiant d'échange Lay, qui manie avec désinvolture l'épée la plus puissante de l'arène. Quand Idol et Gaio décident de le défier lui à la place, les refuse, disant qu'il s'ennuie trop pour se battre. Mais il s'énerve et charge soudainement vers lui. En quelques secondes, ils sont tous deux mis au tapis alors que Lay a à peine transpiré et décide de partir pour le cours suivant.
En classe quelques minutes plus tard, il s'approche d'Ano pour rejoindre son groupe, mais Emilia lui rappelle qu'Ano est un inadapté et que ce serait irrespectueux pour un noble de sang pur. Malgré cela, Lei insiste pour rejoindre son groupe et dit qu'il préfère être dirigé par un être supérieur. Alors Anos loue son esprit, mais dit qu'il doit gagner sa place. Après que Lei a accepté de faire le nécessaire, Anos lui dit de faire équipe avec Misa et ses filles pour le battre lors du prochain concours par équipe. Des jours plus tard, il se retrouve en forêt pour le concours et Lei dit à Misa et ses filles d'y aller doucement, n'étant pas du genre à diriger, ce qui les surprend toutes. Misa lui demande alors pourquoi il est si indulgent alors qu'il sait qu'elles sont des sans-mêlés. Il explique alors combien il déteste ces termes et affirme avoir longtemps pensé que le roi démon qu'on leur a enseigné est un canular. Pendant qu'ils discutent stratégie, Ano dit à Sasha et Nisha de ne pas s'inquiéter pour Lei. Sasha décide donc d'affronter l'escouade de Misa pendant que Misha construit un château pour leur servir de base. Peu après, Ano trouve Lei et s'excuse du retard avant de lui demander pourquoi il a une épée émoussée au lieu de la sienne. Lei explique alors qu'il l'a donnée à Misa avant qu'un golem de terre géant n'apparaisse soudainement et n'attaque Sasha. Réalisant qu'il a donné de sa magie aux filles de Misa, Anos félicite à nouveau Lei et prend une branche d'arbre comme épée de fortune. Alors qu'ils commencent à se battre, Sasha et Misha se retrouvent entourés par Misa et ses filles. Mais alors qu'elle s'apprête à les achever, Sasha rappelle à Misha un puissant sort familial avant d'activer le cercle magique avec elle. L'instant d'après, elles fusionnent leurs attaques les plus fortes en une tornade de flammes qui projette Misa et ses filles à travers la forêt. Elles tentent de fêter ça, mais Ano et Lei commencent à détruire toute la forêt avec leurs attaques, affirmant que l'énergie magique locale la réparera. Après quelques minutes à déchaîner une puissance capable de raser un pays, tout en souriant, Anos finit par dominer Lei, mais accepte qu'il rejoigne le club. Lei demande s'ils se connaissent car il a eu un pressentiment en combattant. Ano lui répond qu'ils se sont peut-être connus il y a 2 millénaires. Quelques heures plus tard, ils rejoignent tous les parents d'Ano pour un festin. Et quand Misa demande si sa présence est correcte malgré sa défaite, Ano lui donne la permission de rejoindre également le club. Il explique que la compétence qu'elle a utilisée fait d'elle un atout précieux, elle le remercie donc pour l'opportunité et promet de faire de son mieux. À ce moment, Isabella lui dit qu'elle s'efforce aussi de s'améliorer en étudiant sous la direction d'Elio Ludo, l'un des 7 empereurs démons. Peu après, les Misa sortent prendre l'air, Ano décide de les surveiller pendant qu'Isabella montre à Misha et Sasha des photos de lui bébé. Après avoir expliqué sa croissance folle, elle avoue que sa naissance fut effrayante car il a failli mourir in utero, mais il a survécu pour devenir ce charmeur adoré. Pendant qu'ils discutent, Lei s'excuse auprès de Misa d'avoir été égoïste lors du duel, car ils auraient pu gagner s'ils s'étaient occupés du golem plutôt que d'Ano. Après avoir dit que ça lui va, Nisa demande encore pourquoi il lui parle si naturellement, ignorant le fait qu'elle soit une hybride mi-démon, mi-esprit. En entendant cela, Lei explique qu'il ne se soucie que de son épée, et lui rappelle qu'il n'a jamais jugé personne sur son statut de naissance. Quand elle lui propose de rejoindre leur club unitarien, il promet d'y réfléchir avant de dire qu'elle est spéciale, car ces hybrides meurent souvent après un sort puissant. Le lendemain en classe, Amelia rappelle le tournoi d'épée à venir et nomme Lei et Ano comme les élèves choisis pour représenter leur classe. Dès la fin des cours, ils sortent en parler, et après qu'Ano a dit qu'il y avait forcément un motif caché, Misa arrive et dit qu'un empereur démon l'attend au club. Peu après, il entre dans la salle et voit Boran, qui tombe à genoux en larmes et dit à Ano depuis combien de temps il attendait de le voir. Ano est surpris car tout le monde semble l'avoir oublié. Boran explique alors que sa source magique ne pourra jamais oublier celui qui l'a créé. Il explique ensuite s'être réveillé sans aucun souvenir peu après qu'Ano s'est sacrifié pour séparer les différents royaumes. Étant piégé dans un autre royaume presque sans magie, il a passé plus d'1 siècle à devenir assez fort pour rejoindre le royaume humain. Mais quand il a enfin réussi à passer, un autre seigneur démon nommé Avos d'Ileva avait déjà pris le contrôle. Lorsqu'il évoque le tournoi et demande s'il va vraiment y participer, Anos répond qu'il ne s'inquiète pas des plans de la royauté. Mais Boran suggère d'abandonner car s'il arrête de mordre à l'hameçon, le faux roi démon pourrait enfin se montrer. Plus tard, Anos rentre et voit que Misha a déjà préparé le dîner avec l'aide d'Isabella. Il mange avec elle et apprend qu'Amelia est passée lui souhaiter bonne chance pour le tournoi. Alors qu'il cherche ce qu'elle mijote, Isabella propose de faire un autre festin après sa victoire, mais il lui dit de ne pas s'en donner la peine car il n'a pas encore décidé d'y aller. Elle demande pourquoi et insiste pour qu'il y aille, jusqu'à ce qu'il accepte. L'instant d'après, Misha lui tend une cuillère de nourriture. Il goûte et la remercie pour ce repas incroyable. Après manger, il lui propose une récompense au choix. Elle demande alors à passer la journée du lendemain avec lui.
Le lendemain, il tient sa promesse pour leur rendez-vous. Elle l'emmène dans une boutique d'artisanat où elle fabrique la plupart des boules à neige vendues. Après l'accueil de Melissa à l'atelier, Misha décide de créer une boule à neige pour l'impressionner, mais il décide aussitôt d'en faire une encore mieux. Peu après, Melissa entre et se précipite vers leur table car Anos vient de sculpter une boule qui prendrait des années à un professionnel. Elle propose de vendre toute la boutique pour l'acheter, mais il refuse en expliquant qu'il a déjà des projets pour elle avant de partir avec Misha. Sur un banc, il la transforme en bague et la lui met au doigt pour qu'elle puisse la regarder quand elle veut. Soudain, elle s'émeut et dit qu'elle ne peut rien faire pour le remercier puisqu'il sait littéralement tout faire. Mais il lui dit de ne pas s'en faire, car si elle perfectionne sa magie de création pendant quelques années, elle pourrait rivaliser avec lui. À ces mots, elle a hâte de s'entraîner, mais un bar à chat attire son attention. Elle s'agite jusqu'à ce qu'il décide d'y entrer. Elle s'excuse d'avoir gâché leur rendez-vous, mais il lui dit que ça tombe bien, car Ivis, qui est dans le corps d'un chat, s'y trouve aussi. C'est alors qu'il arrive pour dire à Anno que l'empereur Boran n'est pas derrière les membres de la royauté comme il le pensait. Il s'avère que quelqu'un d'autre tire les ficelles, mais le seul indice trouvé relie ce mystérieux marionnettiste à une clinique locale. Après lui avoir dit de continuer l'enquête, Anos emmène Misha à la clinique, Melee surgit et explique que sa mère y est soignée. Anos propose de la guérir, peu importe sa maladie, Melee le prend à la légère et le remercie avant d'aller voir sa mère transparente. Le lendemain, le tournoi commence enfin et Isabella vient lui souhaiter bonne chance. Mais après avoir failli lui parler d'une épée que Dusté essayait de lui obtenir, elle s'enfuit. Ivy arrive pour parler. Anno sort avec lui et apprend que Gaio et Yorel sont ceux qui tirent les ficelles. Ivis lui dit aussi que la mère de Lei souffre de la maladie des esprits, une pathologie rare qui n'existait pas il y a 2000 ans. Peu après, un puissant épéiste royal nommé Krut entre dans l'arène pour le premier match, et la foule s'exclame car c'est le champion en titre. Quand Anno est appelé pour l'affronter, les nobles s'indignent qu'il ait même la chance de se battre contre Krut. Anno commence aussi à avoir des doutes car ce combat est manifestement une sorte de piège. Mais soudain, Isabella se met à crier que son fils roturier peut lui aussi devenir un roi démon. L'instant d'après, Dusté arrive enfin avec une épée en adamantium et lui dit de ne pas s'inquiéter pour le sang, alors Anno décide de braver tous les pièges et saute dans l'arène pour affronter Krut. Après avoir promis de le vaincre en 60 secondes, Anno esquive chaque attaque juste pour se moquer de lui et attend que ses poumons lâchent avant de lancer sa propre attaque, laissant Dusté saigner par des trous dont il ignorait l'existence. Alors qu'Anno rentre, les filles de Misa continuent de chanter ses louanges tandis qu'Amelia perd la tête et décide de lui faire payer l'humiliation de son frère. Quelques minutes plus tard, Misa arrive en salle d'attente pour dire à Anno à quel point il était génial, alors il lui rappelle que ce n'est que le premier tour avant qu'il ne voit que Lei a aussi gagné son premier combat. Quand l'annonceur le qualifie soudain de royaliste, ils sont tous deux sous le choc et attendent son retour pour lui demander comment il a pu changer de camp si vite. Lei explique alors comment les royaux l'ont séduit avec de l'argent à vie et la vie de luxe dont il a toujours rêvé. Mais Misa a encore du mal à croire qu'il les ait trahis, juste pour ça. En partant, Lei promet à Anos une défaite cuisante, mais Anos explique qu'il doit être prêt à tout risquer juste pour une égratignure. L'instant d'après, ils s'affrontent, et s'il les parvient à les gratigner au bras, Anno manque de lui arracher le cœur mais l'épargne car ils se retrouveront en finale. Dès que Lei part, Anos dit à Misa qu'il est contrôlé par un collier de mort et explique que l'attaque soudaine servait juste à scanner l'énergie magique circulant dans le corps de Lei. Après avoir terminé ses duels de la journée, Anos retrouve les filles et ses parents devant l'arène pour discuter de ses exploits. Quand Dusté part enfin finir son travail, Anno décide de sortir avec Nisa aussi, alors Isabella propose de garder son épée. Peu après, il trouve la chambre de Sheila à l'hôpital, Anno l'examine de plus près et réalise qu'elle est mi-esprit, mi-démon comme Misa. Nisa demande alors comment elle peut être la mère de Lei, vu qu'il est de sang pur. Après avoir dit qu'elle n'est sûrement que sa seule figure maternelle, il cherche la cause de son état, mais elle s'éveille et l'appelle par son nom, ce qui le surprend, alors il lui demande comment elle le connaît. Elle lui raconte alors toutes les fois où il parlait de lui, avant de révéler qu'il a été soumis par la royauté car il ne pouvait pas payer son traitement. Anno propose aussitôt de la guérir, mais demande si elle connaît la cause de son mal, alors elle lui rappelle que la force vitale d'un esprit décline si peu de gens reconnaissent son existence ou sa culture. Ses traditions et sa culture ayant été délaissées, presque personne n'alimentait sa force vitale alors qu'elle dépérissait, jusqu'à ce que l'amène à l'hôpital. Après avoir dit à Anos que Lei a été malheureux presque toute sa vie car personne n'était à sa hauteur, elle le supplie de se donner à fond lors de leur duel. En entendant cela, Anno décide d'y remédier en remontant simplement le temps et en instaurant plus de traditions pour que suffisamment de gens y croient. Cependant, il décide aussi de transférer une partie de la force vitale de Misa,
et quand Sheila tente de l'arrêter, Misa lui dit de ne pas s'en faire car elle est prête à risquer sa vie pour libérer les de la royauté. Une fois le sort d'Anos terminé, Misa commence le transfert, mais il sent soudain quelqu'un avec des intentions malveillantes se diriger vers Isabella et les filles. Alors qu'elle jacasse sur la performance d'Ano au combat, Amelia surgit avec un faux sourire et dit à Isabella qu'une nouvelle règle impose de garder l'arme de chaque candidat. Isabella explique calmement qu'elle ne peut pas donner l'épée qu'Ano lui a confiée, mais Amelia commence alors à essayer de la lui arracher des mains. Après qu'elle a réussi à la garder, Amelia l'attaque avec une boule de feu. En tentant d'esquiver, elle se brise la cheville, alors les filles interviennent pour la protéger, mais elles se font aussi balayer par l'explosion. Malgré cela, elle se relève et continue de lutter pour qu'Isabella puisse s'enfuir. Mais Amelia neutralise facilement la magie de leur groupe de filles. Pourtant, même après avoir été brûlée, elle se relève et chante l'hymne d'Ano, alors Amelia cesse d'être gentille et les attaque jusqu'à ce qu'elle ressemble à des steaks grillés. Juste au moment où elle veut faire subir le même sort à Isabella, Ano arrive enfin pour la protéger et paralyse Amelia avant de guérir Isabella et les filles. Après avoir demandé leur nom et promis de s'en souvenir à jamais, il emmène Amelia dans l'arène et la poignarde dans le dos, promettant d'arrêter si elle admet qu'il est le roi démon et implore sa pitié. Elle essaie d'abord de refuser, mais après qu'il a enfoncé la lame plus profondément dans son dos, elle se met à hurler comme une possédée. Mais il l'envoie quand même chez la faucheuse, pour la ressusciter en paysanne afin qu'elle voie enfin ce qu'est la vie dans la misère. De retour à l'hôpital, les plaque soudain un couteau sous la gorge de Misa, mais réalisant ce qu'elle fait, il lui dit d'arrêter de risquer sa vie pour lui. Elle insiste alors sur le fait que c'est le moins qu'elle puisse faire après tout ce qu'il a déjà traversé. L'instant d'après, elle perd connaissance, et après qu'il l'a déposée sur un canapé, Sheila se réveille à nouveau pour lui parler. Il promet aussitôt de veiller à ce qu'elle aille mieux, mais elle lui dit de ne plus gâcher sa vie à essayer de la sauver car elle a déjà accepté son destin. Après lui avoir rappelé les beaux souvenirs qu'ils partagent déjà, elle s'évanouit, alors il s'en va juste avant le retour d'Ano. Le lendemain, ils se retrouvent enfin face à face pour le dernier duel du tournoi. Alors que tout le monde acclame le combat, on les force soudain à porter des bracelets anti-magie, mais seul celui d'Anos semble fonctionner. À ce moment, le hibou de garde lui dit de ne pas bouger et de laisser les gagner car s'il l'emporte, le collier de contrat autour de la source magique de lait se resserrera, lui faisant perdre la vie avant que sa mère ne soit aussi débranchée. Dès qu'il croise le fer, les remarque qu'Ano a été à peine affecté par le bracelet anti-magie. Mais après qu'Anos lui a dit de ne pas s'en faire, il recule d'un pas et se blesse pour déclencher le collier de contrat. Cela surprend Anos, alors Lei explique qu'il préfère se donner à fond pour son dernier duel plutôt que de laisser les nobles dicter l'issue. En entendant cela, Anos lui dit d'arrêter de penser à Sheila et aux autres pour qu'ils puissent enfin se donner à fond. L'instant d'après, ils reprennent le duel et croisent le fer à une vitesse fulgurante pendant que les autres tentent de suivre leurs mouvements. Après avoir tenté de s'entretuer pendant des minutes, ils jettent toute leur force dans une ultime charge et les parvient à trancher le bras d'Ano, mais Ano prend tout de même le dessus. Soudain, ils sont transportés dans une prison dimensionnelle et le hibou de garde, qui s'avère être Baron, explique comment il a passé chaque instant à planifier cette occasion d'en finir avec Ano. Après qu'Ano a demandé s'il pense vraiment qu'une dimension de poche suffira à l'arrêter, Baron lui rappelle que le bracelet a absorbé une grande partie de sa magie avant que Lei ne lui coupe le bras. Il invoque ensuite Gaio et Yorel pour s'assurer qu'Ano n'ait aucune chance de survie, mais Lei leur tranche soudain la tête, expliquant qu'Ano a en fait brisé le collier de contrat avec ce coup. Alors qu'il s'apprête à attaquer, Baron ouvre un portail pour montrer à Lei où il détient Sheila. Mais alors qu'il tente de négocier, Anos lui dit de faire ce qu'il veut d'elle car ils ne tomberont plus dans ses pièges. L'instant d'après, Lei saute dans le portail, Ano décide donc de se concentrer sur Baron, mais celui-ci invoque le mur de la mort qu'Ano utilisait pour séparer les royaumes il y a 2000 ans. Après l'avoir envoyé l'attaquer, il entre dans un espace absolu accessible uniquement aux lanceurs de sorts, et envoie aussi le mur de la mort vers Lei. Mais Ano parvient à les protéger tous les deux malgré le peu de magie qu'il lui reste. Quand Lei lui demande de créer une épée avec le reste de sa magie, Ano lui rappelle qu'un simple contact avec le mur pourrait le tuer. Mais Lei insiste pour l'aider, alors Anos lui envoie une épée. Cependant, après seulement quelques attaques, l'épée se brise, Anos le protège donc à nouveau alors qu'il s'excuse d'être inutile. Ano tente de le motiver à réessayer, mais il refuse jusqu'à ce que Sheila se réveille et propose de l'aider. Il tente immédiatement de l'arrêter, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter et utilise le peu de vie qu'il lui reste pour se transformer en épée. Elle lui rappelle alors sa promesse de devenir le plus grand épéiste fait il y a des années. Il s'en sert donc pour combattre à nouveau et parvient à dissiper le mur de la mort avant de marquer le visage de Baron. Malgré cela, Baron invoque encore plus de murs pour les attaquer, mais Anos lui saisit soudain l'épaule, ce qui le surprend car personne ne devrait pouvoir entrer dans son espace absolu.
Après lui avoir montré la marque sur son visage, Anos lui demande s'il est toujours optimiste, mais il répond en l'enfermant dans une sphère de mort avant de s'enfuir. Sans grande surprise, Anos détruit la sphère et invoque son épée avant de lui trancher net les 2 jambes. Désespéré, Baron déchaîne tous les sorts qu'il a jamais maîtrisés, mais Anos les neutralise sans peine avant de lui transpercer le crâne et de découvrir qu'un parasite magique le contrôle. Une fois détruit, il retourne dans l'arène mais le temps reste figé, alors Baron explique comment il a été attaqué juste après leur première discussion il y a des semaines. Anno fait alors venir Gaio et Idole et purifie leur source magique du contrôle mental avant qu'ils n'aperçoivent Avodilevia qui les observe en silence depuis un coin. Après son départ, Anos dit à Baron de se concentrer sur la résurrection de Gaios et Idole, puis il sort et dissipe le sort d'arrêt du temps. En voyant les étendus au sol, les juges déclarent Anno vainqueur. Après un discours sur la puissance des épées, il remercie Dusté pour la sienne, puis remarque les larmes de Lé et lui dit de ne pas s'inquiéter pour Sheila. L'instant d'après, Sheila revient à la vie, et après avoir couru l'enlacer, Lé demande comment c'est possible. Anos lui rappelle alors que sa vraie forme dans le monde des esprits est une épée. Il explique ensuite que son discours visait à raviver la foi des gens dans les épées, ce qui a donné à Sheila assez d'énergie pour revenir. Sacha s'avance alors pour lui remettre un prix, mais il ignore l'épée et demande un baiser. Elle lui en donne donc un à contre-cœur sur la joue avant de s'enfuir pour cacher son embarras. En sortant, Anno croise Misha, qui lui demande s'il a aimé le duel plus qu'il n'a pas cessé de sourire. Pendant la Grande Guerre il y a 2000 ans, Anos décida de se rendre à la capitale humaine, mais Canon l'attendait avec de multiples barrières pour l'empêcher d'entrer. Malgré tout, Anos les traversa facilement. Canon se prépara au combat, mais Anos lui dit qu'il voulait juste instaurer la paix entre leurs 2 peuples. Alors que Canon acceptait de l'écouter, un autre guerrier humain nommé Jirga chargea vers Anno, qui utilisa une barrière pour le retenir. Cependant, après que des soldats humains eurent partagé leur magie avec Jirga, il franchit la barrière et jura de renvoyer Anno au sien dans un sac mortuaire. L'instant d'après, Anno lui enfonça un bras dans la poitrine et attendit qu'il tombe avant de dire à Canon de venir le voir quand ils en auraient assez de se battre. Dès son départ, Canon se précipita vers Jirga et demanda si le sang était la seule issue. Jirga lui rappela alors tout ce mort en combattant les démons, affirmant que la guerre ne finirait qu'avec la mort d'Anno. De nos jours, Sacha part pour l'école, mais elle voit Anno et Nisha marcher ensemble et leur demande pourquoi ils l'ont laissé tomber. Quand Misha explique qu'elle apprenait à cuisiner avec sa mère, elle s'énerve, mais Misha affirme avoir passé des siècles à essayer de la réveiller. Quelques minutes plus tard, ils arrivent en place et rencontrent Menou, la nouvelle prof qui remplace Emilia. Pendant qu'ils cancanent sur le sort d'Emilia, Menou annonce un événement interacadémie dans 3 semaines, des délégués iront à l'Académie des héros, dans le Royaume humain. Une fois de plus, ils se mettent à bavarder car ils n'ont jamais vu le Royaume humain. Menou explique alors l'histoire des héros de l'humanité. Elle tente d'expliquer la différence entre leurs sorts d'attaque, mais Anno prend le relais et détaille tout jusqu'à ce que les filles perdent la tête. Peu après, il emmène Lé et les filles s'entraîner et commence par assommer Sacha. Après lui avoir dit de se concentrer sur le contrôle de ses yeux de la destruction, il brise l'épée de glace de Lé et lui broie les organes d'un coup violent avant de lui dire, ainsi qu'à Misha, de s'améliorer. Soudain, il est surpris par un brouillard, mais remonte facilement jusqu'à Misa avant de lui dire à quel point il est important de tirer parti de son meilleur atout. Il leur dit ensuite à tous de perfectionner leurs compétences car les héros qu'ils pourraient croiser chez les humains seront sûrement aussi puissants que Canon. Plus tard, il retrouve Baron, qui lui apprend que Gaio et Idole ont été ressuscités avant de le mettre en garde contre l'Académie des héros car ils y entraînent des réincarnations de Canon pour une raison mystérieuse, alors que la guerre est finie. Peu après, Anno emmène les choisir une épée dans sa réserve d'armes car ce dernier ne tenait plus en place sans en avoir une. Une fois son choix fait, Anos lui dit de la tester sur une statue, et comme il n'y fait aucune égratignure, il explique que le tranchant de l'épée dépend de la volonté de celui qui la manie. Il ajoute que seul son bras droit pendant la Grande Guerre pouvait la contrôler, et admet qu'il ressent la même chose qu'à l'époque chaque fois qu'ils s'affrontent. En entendant cela, Lé affirme avoir toujours ressenti un lien avec le passé, mais dit qu'il ne semble se souvenir de rien. Le lendemain, ils se préparent et rejoignent les autres délégués avant d'apprendre qu'ils doivent se rendre au royaume des humains sous 10 jours pour réussir. Pendant que les autres groupes discutent stratégie pour arriver à temps, Anno utilise sa téléportation pour les amener devant la capitale humaine en quelques secondes. Une fois sur place, Nisa, Lé et Misha décident de faire un tour, alors Anno demande à Sacha de l'accompagner à l'Académie des héros pour enquêter. En chemin, elle lui dit de rester discret et quand il demande pourquoi, elle lui rappelle toutes les fois où il a mis leur vie en danger pendant les cours. Il la félicite ensuite de ne pas perdre son sang-froid chaque fois qu'il fait un truc choquant et dit qu'elle mérite vraiment ses yeux démoniaques. Mais elle se trouble et essaie d'éviter son regard.
Alors qu'elle s'agite, il lui explique à quel point elle est incroyable et lui fait promettre d'utiliser ses yeux pour protéger tout le monde s'il ne pouvait plus le faire. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'Académie des héros et malgré les supplications de Sacha, Anno force les portes sans hésiter. Mais une élève nommée Eleanor arrive pour leur dire que les visiteurs ne sont pas admis sur le campus. Après qu'Anno a expliqué qu'ils sont délégués de l'Académie des démons et qu'ils voulaient juste visiter, elle propose de leur faire le tour du propriétaire. À l'intérieur, elle explique que le bâtiment était à l'origine le château utilisé pour vaincre le roi démon avant de les emmener dans une bibliothèque regroupant les exploits de Canon. En entendant cela, Sacha s'emporte et tente de lui dire que le roi démon s'est en fait sacrifié pour la paix. Mais Anos l'arrête et dit que les humains ont besoin de se croire vainqueurs pour que la paix dure. Il demande ensuite à Eleanor si elle connaît le nom du roi démon, et après qu'elle a cité Avodilevia, il l'interroge sur la classe des réincarnations de Canon car leur histoire est fausse. Lorsqu'elle explique qu'il y a actuellement 4 réincarnations de Canon, Sacha est confuse, alors Anno explique qu'il avait 7 sources magiques et donc plusieurs réincarnations. Alors qu'il lui dit que les réincarnations devraient se souvenir que Canon n'a pas vraiment vaincu le roi démon, l'une d'elles, le Driano, arrive et dit à Anno d'accepter que le roi démon était un perdant. Après qu'une autre réincarnation de Canon nommée Laos soit apparue, Anos leur dit d'arrêter leur cinéma car il ne peut y avoir qu'une seule vraie réincarnation. Laos décide alors de le prouver en attaquant, mais il se fait balayer par un simple battement de paupières d'Anno. Bien qu'il ait été clairement démasqué comme un bon à rien, il tente d'attaquer à nouveau, mais Ledriano l'arrête et présente ses excuses à Anos. Peu après, Anos décide de sortir avec Sacha, mais Eleanor lui dit soudain d'arrêter de chercher Canon car la vraie réincarnation n'est certainement pas la même personne qu'il a connue, surtout parce qu'il s'est fait descendre par un autre humain. Plus d'une semaine plus tard, Menou arrive enfin avec le reste des élèves, alors Anno et les filles entrent pour la conférence. Cependant, quelques minutes plus tard, ils croisent Rivest, un délégué de 3e année, qui demande immédiatement comment ils sont arrivés là avant tout le monde. Il va jusqu'à accuser Anos de tricherie, mais Anos lui dit simplement de se réjouir d'avoir pu arriver en 2 jours au lieu d'ignorer le fait qu'il est manifestement supérieur. Après avoir déclaré qu'il ne l'accepterait jamais comme roi démon, Rivest s'en va avec ses camarades pour le cours de la conférence. Une fois installé avec les représentants de l'Académie des héros, un vieux débris avec des valises sous les yeux nommé Diego se présente comme le proviseur et chef de la classe de réincarnation de Canon. Après les avoir accueillis à l'Académie, il décide de commencer par demander à un représentant de chaque Académie de faire une démonstration de magie. Pour les héros, Ledriano décide d'intervenir, tandis que Rivest se porte volontaire pour l'Académie des démons. En montant sur scène, Ledriano utilise sa compétence pour restaurer une épée sacrée et prouver sa force, alors Rivest décide de lancer un sort de démonisation pour frimer. Cependant, quand sa magie commence soudainement à vaciller, Diego et le Driano demandent si c'est le mieux que l'Académie des démons puisse offrir. Alors qu'ils se moquent tous de Rivest, Anno demande pourquoi ils ne peuvent pas se passer de tours bas de gamme, car ils ont clairement utilisé un sort caché qui empêche les sorts démoniaques d'agir. D'un claquement de doigts, il restaure la magie de Rivest, qui peut ainsi terminer son sort de démonisation. Mais Anno décide d'en rajouter une couche en invoquant une épée sacrée juste devant toute la classe. Diego crie immédiatement au faux, mais Anno explique que la magie sacrée dont il n'arrête pas de parler n'est que de la magie ordinaire sur une fréquence différente. Diego demande alors s'il est la réincarnation du roi démon, mais un élève de l'académie leur dit de regarder son uniforme pour voir qu'il n'est qu'un inadapté surpuissant qui ne pourrait jamais rêver de devenir le grand roi démon. En entendant cela, Laos demande s'il y a quelqu'un d'autre de plus fort que lui à l'académie, alors ils commencent tous à se disputer au lieu d'accepter l'évidence. Plus tard cette nuit-là, Baron se présente dans la chambre d'Anos pour partager des informations sur le meurtre présumé de Canon. Après avoir dit qu'il n'en ait pas fait mention dans leurs archives, il raconte une légende affirmant qu'il reviendra pour les sauver à nouveau du roi démon réincarné. L'instant d'après, Sacha et Misha arrivent pour emmener Anno à un festival célébrant Jirga, l'homme haineux qui voulait désespérément l'éliminer pendant la Grande Guerre. Après s'être rappelé à quel point il était psychotique, Anno aperçoit Léa avec Misa et tente de s'approcher, mais Sacha l'arrête car il semble apprécier la compagnie l'un de l'autre. Alors qu'il continue de regarder, Léa arrête de tirer sur les cibles et demande à Misa si elle veut essayer autre chose, mais elle s'excuse d'être distraite et dit qu'elle ne peut pas se défaire d'un sentiment étrange qu'elle a eu en classe avec les élèves héros. Lé se rappelle alors qu'ils ont failli se battre et la félicite d'avoir su garder son calme malgré tout. Après l'avoir aussi remercié d'avoir sauvé sa mère, il décide de lui offrir un collier et en choisit un avec 2 coquillages avant de l'aider à le porter. Le lendemain, sur le chemin d'un test, les filles le remarquent et demandent à Misa d'où il vient, alors que Sacha explique qu'après des recherches,
elle a appris que ce collier est une version romantique d'une bague de fiançailles issue d'une vieille tradition humaine. Anno explique ensuite que tout a commencé avec 2 amants qui portaient chacun un coquillage pour se souvenir l'un de l'autre avant de perdre la vie pendant la Grande Guerre. Peu après, il retrouve Diego et ses élèves pour l'examen, mais Anno remarque qu'Eleanor ne s'est pas présentée pour le test. Diego explique alors qu'ils passeront le test dans le lac de l'académie en utilisant leur magie de troupe pour essayer de se dominer mutuellement. Lorsqu'il dit soudainement à Menou de former une vraie équipe au lieu du faiblard qui a fait une crise l'autre jour, Raviste et les autres s'emportent et la prennent à part pour demander une chance de donner une leçon aux héros. Anos leur dit immédiatement de se calmer car ils sont manifestement trop immatures pour supporter une simple provocation. Mais Raviste lui dit de ne même pas songer à les représenter, car même s'il est plus fort, ils doivent se racheter en tant qu'élèves de Menou en gagnant par eux-mêmes. Quelques minutes plus tard, ils commencent à établir une base dans le lac, et Anno en profite pour interroger Menou au sujet de Raviste. Elle explique qu'il était un gringalet détestant le roi démon, avant d'apprendre que la magie démoniaque fut créée par celui-ci pour sauver des vies, et non pour la destruction qui a fait sa renommée. Peu après, Raviste envoie certains de ses coéquipiers à la recherche des héros. Mais après seulement quelques minutes, ils commencent à se plaindre de ne plus pouvoir utiliser leurs capacités. Après que le Driano, Laos et Eni ont tendu une embuscade à toute l'escouade, Anno partage ses yeux démoniaques avec Menou pour qu'elle voie qu'ils ont infusé de l'eau bénite dans le lac pour affaiblir Raviste et ses coéquipiers. En quelques secondes, tous les 3 détruisent la base de Raviste et les laissent tous inconscients dans l'eau. Menou demande alors à Diego d'envoyer des équipes de secours, mais il lui dit d'attendre encore un peu car l'équipe de secours a eu un problème en chemin. Heureusement, Anos les sort facilement de l'eau. Mais quand Menou s'approche pour soigner Raviste, elle remarque un stigmate sur sa poitrine qui résiste à la magie de soin. Elle accuse alors Diego d'avoir délibérément mis les élèves en danger, mais il nie tout en bloc et lui reproche d'avoir sélectionné des élèves trop faibles. Une fois de plus, Anno propose de soigner Raviste, mais celui-ci refuse son aide. Anno admet que sa détermination est admirable avant d'expliquer qu'être têtu dans cette situation ne fera que nuire à Menou. Après avoir accepté l'aide à contre-cœur, Raviste remet l'équipement que Diego a utilisé pour les piéger et le supplie de laver leur honneur. Anno retrouve ensuite les filles pour un second test, mais Eni et les autres commencent à les taquiner sur ce qui s'est passé dans le lac et leur disent de vider l'eau s'ils ne cessent pas de se plaindre. L'instant d'après, Anos invoque une étoile miniature et assèche complètement le lac. Diego décide alors d'annuler le test. Mais le Driano, Laos et Eni interviennent et lui disent de ne pas s'inquiéter car ils ont déjà prévu la dernière réincarnation de Canon en réserve. Après avoir vérifié qu'Anno est le seul dont ils doivent se soucier, ils activent une barrière pour recharger leur magie, alimentée par la haine d'une voix mystérieuse se faisant passer pour l'esprit de Canon. À ce moment-là, Anos se lasse d'attendre et décide d'attaquer avec un autre mini-soleil. Mais dès qu'ils frappent leur barrière, Zechia s'envole et le détruit d'une seule attaque. Anos dit alors aux autres qu'entrer dans la barrière pourrait être difficile car elle viderait leur magie en quelques secondes. Après que Misha a proposé de créer des châteaux dans la barrière pour stabiliser leur magie, Anos promet de la protéger et se téléporte avec elle. Dès que la barrière commence à drainer sa force vitale, il la remplit avec sa magie et elle commence à créer les châteaux. Mais alors le Driano et les autres arrivent pour l'arrêter. Après qu'Anno les a ignorés pour demander le nom de Zechia, il tente de capturer Misha, mais il saisit leur chaîne et les fait exploser. L'instant d'après, Zechia attaque, mais il s'en sort sans une égratignure alors qu'ils sont dispersés au fond du lac. Pendant qu'Anos remarque qu'aucun d'eux n'est la source de la barrière, Sacha se présente à Laos et lui dit de ne plus se focaliser sur Anos car elle peut aussi le battre. En entendant cela, Laos perd son sang-froid et déchaîne immédiatement tous les sorts de son arsenal. Mais elle évite rapidement chaque attaque et manque de lui trancher la tête avec un puissant contre. Après qu'elle lui a dérobé son équipement magique, il la poursuit à toute vitesse et finit par le récupérer. Il l'entoure ensuite d'innombrables orbes explosifs pour stopper son vol erratique. Mais alors qu'il charge pour le coup final, ses artères explosent soudainement, le faisant s'écraser avant de réaliser qu'elle a infusé son équipement de magie noire. Malgré cela, il tente d'utiliser les orbes explosifs, mais elle les détruit tous en quelques secondes et l'achève avec ses yeux destructeurs. Au même moment, Heine parvient à piéger Lei avec un sort de gravité et invoque une seconde épée sacrée pour lui infliger un stigmate résistant aux soins. Mais Lei se libère facilement et lui tranche net le bras. Cela surprend le petit provocateur, mais il reste confiant jusqu'à ce que Lei ramasse l'épée sacrée, ce qui devrait être impossible pour les démons. Anos en est aussi choqué, mais Heine manque de se pisser dessus et recule en disant à Lei qu'il ne faisait que plaisanter. Après que Lei l'a découpé en morceaux, Anos dit à Ledriano d'arrêter de faire le mort, alors il se relève et le félicite d'avoir remarqué. Il promet ensuite à Anos un match équitable mais donne soudainement à Zechia le signal d'attaquer.
Cependant, Anos évite facilement leurs deux attaques et plaque Zechia au sol, alors Ledriano lui dit de reculer pour qu'il puisse utiliser Gis. L'instant d'après, ils absorbent la magie de tous les autres étudiants et citoyens et deviennent soudainement 10 fois plus forts qu'avant. Finalement, Anos crée une barrière assez forte pour bloquer leurs attaques et utilise le même sort Gis pour obtenir la magie des filles. Grâce à cela, il contre facilement chaque attaque et manque de peu d'arracher le bras de Ledriano, le laissant sous le choc car il ne pensait pas qu'un seul homme puisse avoir plus de magie que tout le royaume humain. Après qu'Anos a expliqué que seul Kanon a su utiliser Gais à son plein potentiel, Ledriano perd la tête et se fait posséder par la voix maléfique se faisant passer pour Kanon. La même voix commence aussi à laver le cerveau des filles, mais Nisha parvient à les en sortir et décide d'aider Anno. Cependant, quand il voit Zechia s'apprêter à lancer un sort puissant, il dit à Misha de s'éloigner et avertit Zechia de ne pas l'utiliser car elle pourrait ne pas y survivre. L'instant d'après, elle change de main et se poignarde en plein cœur, provoquant une explosion de source qui baigne toute l'académie d'une lumière aveuglante. Étonnamment, Anos s'en sort sans une égratignure, mais Zechia réapparaît soudainement pour répéter le sort, alors il saisit sa source pour en finir. C'est alors qu'Eleanor l'appelle et lui dit qu'elle est la seule à pouvoir arrêter Zechia. Anos dit donc à Misha d'aller la voir pendant qu'il empêche Zechia d'exploser. Quelques minutes plus tard, Nisha trouve le sanctuaire, mais Diego surgit aussi et lance une décharge sacrée qui la terrasse avant de la poignarder à plusieurs reprises, avouant qu'il a toujours prévu de les envoyer tous à la morgue. Alors qu'il tente de poignarder sa source, Anos lui explose littéralement le dos et enferme Misha dans une dimension de poche pour la soigner avant de saisir Diego et de le brûler de l'intérieur. Après l'avoir ranimé, il exige de connaître la vraie raison de leur haine envers les démons et utilise le sort de démonisation de l'autre jour pour révéler la vraie forme de Diego. L'instant d'après, Diego lave le cerveau de tous les élèves pour qu'ils fassent exploser leur source simultanément, mais Anno fige le temps pour stopper l'explosion et lui arrache sa source. Après avoir expliqué que Kanon n'aurait jamais soutenu une telle obsession psychotique pour le carnage, il écrase la source de Diego et emmène Misha dans le sanctuaire voir Eleanor, qui prétend alors être l'incarnation de la magie. Avant d'en dire plus, elle demande à Anno de la libérer de l'orbe pour qu'elle puisse empêcher tout le monde d'exploser à la surface. Il brise donc l'orbe et restaure ses vêtements pour éviter que les pervers ne voient quoi que ce soit. Après avoir désactivé le sort d'autodestruction de Diego, Eleanor libère la matière noire couvrant d'innombrables clones dispersés dans le sanctuaire et explique qu'ils ont tous été créés pour préserver la haine du commandant Yerga envers les démons. Réalisant que c'est pour ça que Zechia est réapparu après avoir littéralement explosé dans le néant, Anno demande comment Yerga a réussi ce tour de force. Elle décide donc de lui montrer un fragment de souvenir de sa source magique originelle. À l'époque, Kanon venait de rentrer après avoir aidé Anos à se sacrifier. Et après avoir appris les plans de Yerga pour détruire tous les démons, il s'y est opposé et a fini avec une épée dans les tripes. Après cette trahison douloureuse, Kanon n'a plus jamais donné signe de vie, car il aurait mis en pause sa propre réincarnation juste pour éviter de revenir en tant qu'humain. Eleanor explique ensuite comment Yerga a divisé sa source magique originelle en deux pour créer Ask, la version de Gay qu'ils utilisaient pour recevoir la magie des autres, et elle, afin qu'elle puisse créer d'autres clones décérébrés qui s'entraîneraient comme soldats à l'académie pour le plan de Yerga. Après avoir regardé les clones qu'elle a passé les 2 derniers millénaires à envoyer à la mort, Eleanor supplie Anno de la détruire car aucun d'entre eux ne lui pardonnerait jamais. Cependant, les clones de Zechia l'appellent soudainement et supplient Anno de la sauver. Alors qu'il accepte d'aider, un nouveau Diego apparaît, exigeant de savoir ce qu'il compte faire d'elle. Anno s'apprête alors à l'achever une seconde fois, mais les 3 derniers empereurs démons apparaissent aux côtés d'Avodilevia. Alors qu'il s'approche de l'épée sacrée légendaire de Kanon, Diego lui dit de ne pas s'embêter car un démon ne pourrait jamais la toucher, mais Avo la retire facilement et utilise un trou noir miniature pour aspirer Diego et ses soldats avant de faire face à Anno. Après avoir bloqué son attaque, il dit à Anos d'accepter son destin car rien ne peut plus l'arrêter à ce stade. À ce moment, un autre clone de Diego est projeté dans tout le royaume humain pour informer tout le monde de la légende transmise au cours des 2000 dernières années. Alors qu'il promet de s'assurer que le roi démon soit à nouveau vaincu, Avo et les 3 derniers empereurs démons se projettent aussi dans le royaume des démons et ordonnent au peuple de se préparer à la guerre. Car c'est enfin leur tour de faire souffrir l'humanité. Peu après, Anno retrouve Baron et les autres empereurs, qui lui annoncent que l'armée des démons s'est déjà mobilisée pour attaquer le royaume humain au lever du soleil. Après qu'ils ont demandé ses ordres, Sacha, Nisha et tous les autres du côté d'Anno arrivent pour aider, alors il leur dit de se reposer car ils partiront au lever du soleil. Tôt le lendemain, Lei trouve Misa regardant au loin avec un air inquiet, alors il lui prend la moitié du collier pour symboliser sa demande et promet de revenir quoi qu'il arrive. Quelques minutes plus tard, il retrouve Tuzano, qui explique alors qu'ils doivent empêcher les armées démoniaques et humaines de s'affronter pour qu'ils puissent s'occuper d'Avo et arrêter cette guerre. Peu après,
Sasha et Nisha traquent la première troupe de l'armée des démons et décident d'utiliser le pouvoir de leur sororité pour les retenir. Les Misa s'occupent des affaires en corrigeant sévèrement tout soldat démon qui tente de les dépasser. À peu près au même moment, Anos envoie Baron et les autres empereurs s'occuper de la force principale d'Avos. Et après les avoir aidés à abattre la plupart des soldats, ils se dirigent vers le château d'Avos pour l'arrêter définitivement. Cependant, au moment où il y arrive, Misa l'appelle pour lui dire que Lei a soudainement disparu. Au même moment, Anno apprend que Baron a déjà capturé les 3 derniers empereurs travaillant pour Avo, alors il réfléchit un instant avant de partir et d'arrêter Avo juste avant qu'il ne passe dans le royaume humain. Il croise immédiatement le fer, mais après avoir repéré un collier à son cou, Anno s'en saisit et recule d'un pas avant de demander à Canon pourquoi il s'est réincarné en démon. L'instant d'après, Lei fait tomber le masque et demande comment il a deviné, alors Anno commence par la nuit où il a offert le collier à Misa. La seule façon dont il aurait pu connaître la signification du collier est d'avoir vécu comme un humain car les démons ne l'ont jamais apprise. L'indice suivant était le fait que Canon possède cette source magique, ce qui expliquerait pourquoi il n'en a combiné que 6 avec les sources de 6 des empereurs, car il avait encore besoin de la dernière pour maintenir son immortalité. Après avoir énuméré tous les autres indices subtils qui commençaient à s'accumuler, Anno demande pourquoi il va aussi loin. Lei admet alors qu'il a eu tort de faire confiance aux humains. Après la trahison de Yerga, il a compris qu'il tenterait d'attaquer à nouveau les démons après la réincarnation d'Anno, alors il a décidé d'utiliser la capacité de son épée à contrôler le destin pour réécrire l'histoire des démons et revenir en tant que roi démon à la place d'Anno. Cela fait réaliser à Anos qu'il a l'intention de laisser les humains le détester à nouveau, juste pour les satisfaire avec l'illusion qu'ils ont enfin obtenu la vengeance que Yerga a mis des siècles à préparer. Quand il demande pourquoi, Lei lui rappelle qu'il est toujours un héros, ce qui signifie qu'il doit expier les dommages causés par son peuple et rembourser le sacrifice d'Anos en étant celui qui paie le prix ultime pour une fois. En entendant cela, Anno lui montre le collier qu'il a donné à Misa et lui rappelle que les amants ne le partagent qu'au moment de la mort pour s'assurer que leurs âmes se retrouvent après la réincarnation. Il dit ensuite à Lei de le prendre par la force s'il veut vraiment retrouver Misa après le sacrifice. Alors les fonce pour ce duel épique qu'ils désirent tous deux depuis des années. En quelques secondes, le ciel se remplit d'explosions alors qu'ils lancent tous les sorts possibles pour gagner. Après quelques minutes de tentative de meurtre, Anno saisit sa dernière source magique et l'écrase, faisant chuter brutalement Lei au sol. Malgré cela, il invoque une autre épée pour continuer le combat, mais coup de théâtre, Anos se retient et le laisse transpercer sa source magique. Alors que Lei tente de comprendre ce qui vient de se passer, il échange leurs vêtements et prend le masque du roi démon avant que le mur ne s'effondre, les révélant aux armées démoniaques et humaines. Après avoir dit aux démons de battre en retraite et d'attendre une autre réincarnation, Anno s'efface. Lei observe un moment de silence pour pleurer un autre sacrifice avant de rengainer son épée et de dire aux soldats humains de rentrer aussi. Soudain, Diego perd les pédales et le traite d'imposteur avant d'ordonner à tous les clones de Zeshia d'activer l'autodestruction. Eleanor tente de l'arrêter, mais il continue d'insulter l'armée démoniaque jusqu'à ce que son âme soit vidée, activant une version surpuissante du sort qui ressuscite Yerga comme l'incarnation de toute la haine transmise au fil des ans. Voyant cela, Lei tente d'attaquer, mais Yerga le domine facilement, alors Sasha et Nisha décident de fusionner pour l'empêcher de déclencher les clones de Zeshia. Lei s'allie à nouveau avec Misa pour l'arrêter, mais malgré leurs efforts, Yerga parvient tout de même à déclencher les clones. Juste au moment où l'explosion engloutit tout, Anno remonte le temps de quelques secondes pour désactiver le sort. Et après que les clones soient retombés au sol, il explique que le coup final de Lei devait déclencher une réincarnation instantanée assez puissante pour le ramener à temps. Naturellement, Yerga est sous le choc, mais il s'excite soudain à nouveau et dit que c'est l'occasion idéale de l'achever à main nue. L'instant d'après, Lei rejoint Anos pour l'attaquer, mais Yerga les expulse tous les deux du ciel avec facilité. Il commence alors à vider l'humanité de sa magie, alors Anno dit aux filles de chanter à nouveau pour qu'il retrouve ses pleins pouvoirs pendant qu'il transforme la plus grande bataille de la création en comédie musicale. Tous les autres soldats des deux camps s'unissent pour la toute première fois pour aider Anno et Lei à arrêter Yerga. Avec toute l'énergie positive qui reconstitue sa magie, Anno s'attaque à nouveau et commence à contrer chaque coup. Mais Yerga refuse toujours la paix, alors Lei lui coupe les jambes pour l'empêcher de bouger. Il parvient tout de même à se relever pour une dernière attaque, alors Lei et Anos s'élancent et unissent leurs forces pour un assaut final. Après lui avoir transpercé le crâne, Anno remonte le temps pour trouver le collier de coquillage qu'il a offert à sa femme, juste pour l'aider à ressentir enfin la paix avant que son âme ne soit effacée. À ce moment-là, Misha et Sasha se séparent et se précipitent dans ses bras, alors il les réconforte pendant que Lei retrouve Misa. Peu après, Anno retrouve Eleanor et partage un peu de sa magie pour s'assurer qu'elle ne soit plus jamais exploitée. Après lui avoir dit de s'occuper des milliers de clones de Zeshia dont elle doit maintenant prendre soin,
il retourne au royaume des démons. Plus tard dans la soirée, Anos rentre chez lui et reçoit un accueil chaleureux d'Isabella et Guster, qui remarquent Eleanor et demandent si elle est le nouveau membre de son harem. En entendant cela, Sacha plaisante sur le fait qu'il pourrait croire que ces clones sont leur progéniture, mais Gusté et Isabella prennent cela un peu trop au sérieux et sont convaincus qu'Ano en a fait une machine à reproduire. Puisque tous les autres se sont réincarnés, qu'est-il arrivé au bras droit d'Anos? Et va-t-il enfin avoir assez de temps pour se taper les jumelles? Commentez partie 2 pour le savoir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour ne jamais manquer aucun de nos récapitulatifs.